Bonjour à tous. En ce début de saison de Formule 1, j'avais envie de vous évoquer une de mes plus grandes passions, à savoir la course automobile. En effet, durant mes jeunes années, je me suis passionné pour la Formule 1 et notamment pour le pilote Michael Schumacher. J'ai donc assisté à son évolution dans l'écurie Ferrari, mais aussi à ses galères et à ses sacres. Sans compter l'arrivée de nouveaux champions comme Fernando Alonso, Kimi Raikkonen ou Lewis Hamilton. Si j'ai un peu lâché l'affaire durant les années 2010, en revanche je me passionne à nouveau pour la Formule 1 depuis quelques années et je regarde également des courses d'endurance comme les 24 heures du Mans. Inutile de dire que si je me passionne pour les courses, je regarde inévitablement les films qui traitent du sujet, autant dire qu'il y en a des tas, que ce soit au sujet des 24 heures du Mans, de la NASCAR, de la Formule 1 ou même des cas plus fantaisistes comme avec la saga Herbie. Depuis plus d'un an, Brad Pitt travaille sur un projet de film autour de la Formule 1 pour Apple+, avec Lewis Hamilton en consultant, Jerry Bruckheimer à la production et Joseph Kosinski à la réalisation, le tout avec la bénédiction de la FIA. Le film est censé se tourner d'ici quelques semaines avec une écurie faite uniquement pour le film et qui sera donc active durant la saison actuelle de Formule 1. Le souci est que Brad Pitt est censé rouler dans la monoplace durant les courses. Si on n'a aucun souci à s'imaginer Tom Cruise dans ce type de situation, c'est nettement moins le cas avec son collègue d'entretien avec un vampire, même avec tout l'entraînement possible. D'autant plus qu'il s'agira de faire bonne figure face à des pilotes chevronnés comme le jeune Max Verstappen ou le vétéran Fernando Alonso. Donc autant dire que si niveau réalisation on devrait en avoir pour notre argent, pour le reste on risque de bien rigoler. Et ce n'est pas le synopsis qui rassure. Si le synopsis publié il y a quelques mois est toujours valable, il sera question d'un ancien coureur appelé à la rescousse pour épauler un jeune rookie. Si cela vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est littéralement le synopsis de Driven sorti il y a 22 ans désormais. La perche était donc trop grande pour ne pas consacrer une vidéo à ce film qui a fait couler beaucoup d'encre, au point de faire beaucoup de mal à la carrière de son réalisateur et de son acteur principal. Donc si vous êtes prêts, faites chauffer les moteurs, on est parti pour le milieu des années 90. Si les années 80 de Sylvester Stallone étaient particulières, les années 90 furent catastrophiques. Son seul véritable succès à cette époque est Cliffhanger de Ronnie Harlin, qui a rapporté plus de 255 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 65 millions. Tout le reste se plante ou alors est à peine aidé par les recettes internationales. Pour preuve Daylight, qui a été un véritable four aux États-Unis mais a bien marché ailleurs. Même des réussites artistiques indéniables comme Demolition Man ou Copland ont sous-performé. Stallone a même renié le film de James Mangold car il l'a amené vers une direction artistique qui ne lui a rien apporté commercialement. C'est lors de la promotion européenne de l'impayable Judge Dredd qu'il commence à s'intéresser à la Formule 1 en assistant à quelques courses. Il va alors envisager un projet autour du sujet, notamment un biopic sur Ayrton Senna, célèbre champion du monde décédé tragiquement en 1994. Mais Stallone ne parvient pas à conclure un accord avec la FIA et doit se contenter de la carte, une compétition fondée en 1979 et clôturée en 2007, où elle a laissé sa place à l'IndyCar, une compétition qui lui faisait concurrence depuis 1996. La carte était d'ailleurs une compétition très américano-centrée si l'on accepte des courses en Australie et au Japon. Si Stallone écrit, produit et compte jouer dans le film, il ne veut pas le réaliser. Il trouve alors le candidat parfait en la personne de Ronnie Harlin, soit l'homme derrière son dernier grand carton. Si les années 90 de Ronnie Harlin sont qualitatives, avec de vrais beaux morceaux de bravoure, en revanche commercialement parlant, il y a des hauts et des bas. En 1990, il réalise 2 films pour la Fox, d'un côté Die Hard 2 qui a été un beau succès, de l'autre Les Aventures de Fort Fairlane qui a été un véritable four. Il devait même réaliser Alien 3 s'il n'y avait pas eu autant de problèmes de production. Il signe ensuite chez une Carolco en voie d'extinction avec Cliffhanger, puis L'île aux pirates qui fera définitivement couler le navire. Il réalise Au revoir à jamais pour la New Line qui sera à nouveau un hit commercial, et Peur bleue sera un succès modeste suffisamment rassurant pour une Warner qui cumule les hits commerciaux depuis 1995. En 2000, Ronnie Harlin n'est pas totalement tricard à Hollywood et peut donc se permettre de toucher un cachet de 3 millions de dollars pour Driven. S'il n'est pas l'instigateur du projet, en revanche il l'aurait fait dans tous les cas pour diverses raisons. J'adore les courses de voitures, donc je voulais faire un film dessus. Dès qu'il y avait un projet ou une rumeur de projet à Hollywood autour des courses automobiles, je fonçais dessus dans l'espoir de faire le film. Avec Driven, je n'ai jamais réfléchi à savoir si l'histoire était vraiment bonne, si le scénario tenait la route. Tourné en 70 jours, Driven pouvait compter sur la participation de la carte qui permettait à l'équipe du film de tourner durant les week-ends de course. Ainsi, les acteurs pouvaient se faufiler dans les paddocks sur la grille ou se mettre dans les voitures avant le départ des courses. Pour filmer les courses, des caméras gyroscope 2C étaient fixées sur les voitures et elles pouvaient pivoter jusqu'à 360 degrés selon les directives de Ronnie Harlin.
Donc contrairement à ce que l'on pourrait croire au vu du grand nombre de CGI présentes dans le film, les courses de Driven ont bel et bien été filmées en direct avec des pilotes professionnels dans les voitures. Les gars des effets visuels ont ensuite fait des ajustements comme des rajouts de foule, de voitures, de crash ou de pluie. Si Sylvester Stallone et Ronnie Harlin s'entendaient comme larrons en foire durant la production, en revanche ce n'était plus le cas à la sortie du film, chacun se dédouanant la responsabilité de l'échec artistique et commercial de Driven. En effet, le film n'a rapporté que 32 millions de dollars au box-office américain pour un budget de 72 millions, et ce ne sont pas les recettes internationales qui l'ont aidé à dépasser son budget. Ronnie Harlin évoquait le cas Driven en 2010. Driven était une erreur selon moi, je l'ai fait pour de mauvaises raisons, et puis Stallone n'était pas le bon acteur pour le rôle. Quant à Stallone, il s'est avéré beaucoup plus explicite sur son expérience au fil du temps. Driven devait se faire avec un coureur de Formule 1, mais il demandait le même salaire que Mel Gibson, ce qui était complètement surréaliste. Par la suite, j'ai perdu tout contrôle sur ce projet, notamment au niveau de la réalisation de Ronnie Harlin, qui multipliait les plans sur les seins et les culs des filles en bikini. Ça n'avait plus rien à voir avec l'histoire de ces coureurs automobiles, ni avec la philosophie que je désirais en dégager. Un désastre. Alors loin de moi l'idée de dédouaner Ronnie Harlin de tout et n'importe quoi, mais la remarque de Sylvester Stallone sur les filles en bikini reste très exagérée. En effet, on peut voir de jolies hôtesses sur les paddocks ou de belles filles dansant en discothèque dans le film. Néanmoins, Gina Gershon et Stella Warren ne sont jamais filmées de manière racoleuse, loin de ce que l'on peut voir par exemple dans certains films de Michael Bay. Même la scène où Stella Warren fait de la nage synchronisée n'a rien de véritablement sexy. La seule scène véritablement sexy du film reste celle où une jeune femme voit sa robe voler suite au rodéo dans Chicago. Même la relation amoureuse entre le frère du rookie et une journaliste n'est évoquée que par quelques courts plans. On peut même penser que certains plans ont été écartés au montage puisqu'un plan de l'actrice est présent dans le teaser mais pas dans le film. En fait, le plus gros souci de Driven est tout simplement son scénario et Sylvester Stallone en est pleinement responsable. Certes, il y a 2 autres scénaristes qui sont crédités au générique, mais c'est lui qui a instigé le projet. Il a ainsi essuyé 25 traitements avant de pouvoir trouver la forme finale du scénario, et il s'est forgé un personnage à son effigie. Le traitement de Joe Tanto dans Driven n'est pas si différent de celui de Rocky Balboa dans le 6e volet de la franchise. Dans les 2 cas, il s'agit de sportifs vieillissants et seuls qui vont remonter la pente suite à un déclic. Ce qui arrivera également à Sylvester Stallone avec le succès de Rocky Balboa après une sacrée descente aux enfers. Sauf que Sylvester Stallone n'est pas aussi près qu'en 2006 et il va s'auto-court-circuiter. Il va ainsi retirer des éléments de son personnage au fil des réécritures du scénario, réduire son importance, et ce sera encore pire au montage puisqu'il est omniprésent des scènes coupées présentes sur le DVD. Ainsi, sa première scène était plus longue et le montrait dans son quotidien. Il fume, il prend des médicaments avec de l'alcool, synonyme d'un fort alcoolisme. On voyait également qu'il avait une cicatrice dans son dos, renvoyant probablement à l'accident qu'il a eu avec Bo Brandenburg, qui sera évoqué tout le long du film. On apprenait que son mariage avec le personnage de Gina Gershon avait été un fiasco, qu'elle le trompait et qu'il est tombé en dépression à cause de cela. Sa relation amoureuse avec la journaliste Luke a été charcutée au montage, même si cet aspect est toujours présent dans le film. Une demande de Stallone qui trouvait que cette relation avait trop d'importance dans le film. La fin était également plus longue et devait se poursuivre après la scène du podium. On y voyait Joe Tanto et Luke en train de rafistoler définitivement la voiture de collection que l'on voyait en début de film. La scène était plutôt élégante et permettait de boucler la boucle. Au début du film, on voyait Joe Tanto chez lui déprimé et à la fin, il revient victorieux à la maison. Ces coupes au montage sont principalement dues au fait que Stallone a écrit un film choral et non un film uniquement focalisé sur Joe Tanto. Burt Reynolds résumait d'ailleurs assez bien l'affaire dans le making-of. Il disait que Stallone a écrit 15 histoires et qu'on s'intéresse à tous les personnages. Sauf que les seuls réellement intéressants sont ceux de Reynolds et de Stallone et qu'ils ont accessoirement certaines des meilleures scènes du film. Le plus ironique est que selon IMDb, Stallone et Ronnie Harlin ont commencé à se brouiller durant la post-production parce que Stallone trouvait son rôle de plus en plus réduit et que Kip Pardue, qui joue le rôle du pilote Jimmy Bly, était trop mis en avant durant la promotion. Sauf que le personnage principal du film, c'est Jimmy Bly et pas Joe Tanto, et pourtant c'est Stallone en gros sur l'affiche. Ce qui amène inévitablement un décalage. Les gens s'attendaient à voir un film de course avec Stallone au rôle principal et au final il n'est que le 2e rôle qui apparaît au bout de quelques minutes de bobine. Cette information est à l'image de ce que j'ai lu ou entendu à propos de Driven. D'une interview à l'autre, d'un document à l'autre, tout et son contraire a été évoqué et cela confirme tout le chaos qu'a été la production du film. Malheureusement, cela reflète également le résultat final. Trop de personnages sont mis en avant et Driven aurait mérité d'aller davantage à l'essentiel, quitte à se focaliser uniquement sur la relation entre Jimmy Bly et Joe Tanto, ou alors sur la relation entre Joe Tanto et Carl Henry, le directeur sportif joué par Burt Reynolds. Car en l'état, on a l'impression de voir 4 films en un, avec le cas de Joe Tanto, le cas Memo Moreno, le cas Jimmy Bly et le cas Bo Brandenburg, et si vous arrivez même à caser un triangle amoureux, alors là c'est super. Driven est l'exemple type du film trop généreux qui s'éparpille de partout alors qu'il aurait mérité une intrigue beaucoup plus resserrée.
En parfait contre-exemple, on a Grand Prix de John Frankenheimer qui s'intéresse à 3 pilotes de manière égale, si bien qu'il n'y a pas de problème de mise en avant de tel ou tel acteur. Et en plus, les scènes de course sont superbes. Présenté ainsi, Driven n'est pas non plus sans rappeler L'Enfer du dimanche, également distribué par la Warner et sorti quelques années plus tôt. En effet, on y retrouve le jeune pousse, le sportif âgé, les magouilles, les difficultés d'une équipe durant une saison sportive, les rivalités dans une même équipe, l'aspect choral, le texte inaugural, et cela va même jusqu'au choix de musique, puisque White Here White Now de Fatboy Slim est présente dans les 2 films. Un autre aspect peut s'avérer particulièrement amusant. Lors de la course d'Allemagne, on peut voir 2 accidents. Le premier montre une voiture en train de se retourner avant d'être percutée par le pilote Max Papis. Sa voiture s'envole alors dans les airs. Le second montre Memo Moreno se cracher, être percuté par d'autres voitures, avant d'atterrir dans la forêt et d'être sauvé in extremis par des pilotes. Si ces scènes vous disent quelque chose, c'est tout simplement parce qu'on a les équivalents en France dans Michel Vaillant, sorti quelques années plus tard. Alors est-ce du plagiat? Au niveau des dates, ça a tendance à concorder. Driven est sorti en 2001, mais il a été écrit à la fin des années 90. Michel Vaillant a beau adapter une bande dessinée ultérieure, le scénario est original et il a été écrit après la sortie de Driven. De même, on connaît la tendance de Tonton Besson à faire dans le plagiat et il a eu des procès à cause de ça. Néanmoins, il semblerait que Ronnie Harlin et Luc Besson ont pensé au même fait, à savoir un accident survenu lors des 24 heures du Mans de 1999. Il s'agissait visiblement d'une des inspirations de Luc Besson pour Michel Vaillant, et Ronnie Harlin, en grand fan de sport automobile, a sûrement fait pareil pour Driven. Alors plagiat, coïncidence, en attendant les 3 scènes s'avèrent assez similaires. Malgré tous ses défauts, Driven n'en reste pas moins un film attachant, ou du moins un mauvais film sympathique. Un film suffisamment divertissant pour se regarder sans déplaisir, ce qui n'empêche pas d'être mauvais ou drôle involontairement. Après Driven, Ronnie Harlin n'a jamais retrouvé le prestige qu'il avait dans les années 90 et s'est contenté de films particulièrement bas de gamme, à l'image de L'Exorciste au commencement, Profession Profiler ou Le Pacte du sang. Au cours des années 2010, il a réalisé plusieurs films en Chine avant de revenir en Occident avec The Misfits, un film qui n'a visiblement pas trop plu aux Qataris. Actuellement, il travaille sur un nouveau film de requin, reste à savoir s'il sera aussi bon que Peur Bleue. En sachant que ce n'est pas tellement mieux pour les acteurs. Sylvester Stallone a continué sa traversée du désert jusqu'à Rocky Balboa. Gina Gershon s'est fait plus discrète, même si on peut remercier William Friedkin de l'avoir engagé sur Killer Joe. Estella Warren n'a pas profité du succès de La Planète des Singes et s'est contentée de gros nanars comme Kangourou Jack ou des téléfilms. Til Schweiger a continué sa carrière internationale avec des films comme Les Dalton ou Inglourious Basterds et a continué à réaliser des films. Kip Pardue a joué dans pas mal de séries, même si on retiendra surtout son apparition dans Les Lois de l'attraction, et Robert Sean Leonard est devenu une des stars de la série Dr House. Le flop commercial de Driven n'a pas non plus aidé la Warner. Les bids ont continué, l'association avec AOL jusqu'en 2009 a été catastrophique, néanmoins le studio a réussi à sortir la tête de l'eau grâce aux franchises Batman et Harry Potter. Mais la récente fusion, la grève des scénaristes et le départ de réalisateurs historiques comme Zack Snyder ou Christopher Nolan risquent de poser problème à l'avenir. Donc voilà pour cette spéciale Driven, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.